donc, j'ai pas proposé de faire un exposé, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas fait d'exposé, je sais même plus comment ça marche, ce truc-là. Donc, j'ai proposé ma thèse en 3 slides et 3 minutes. Et finalement, ça va être ma thèse en 6 slides et 6 minutes. Peut-être 7. Donc là, j'ai repris le titre de ma thèse, qui dit finalement tout ce qu'il y avait à l'intérieur et qui explique complètement le contexte et l'objectif de la thèse, le sujet de thèse que Jacques Pittrat m'avait proposé. Comme anecdote, parce que mon exposé va être très anecdotique, je me souviens très bien d'être venu quai de la Loire, c'est ça, quai de Loire, dans le petit salon de Pittrat, et il a saisi les journaux de sa femme, et il a pris un journal, et il a commencé par me proposer de travailler sur une recette de tricot. Je ne dis pas que j'avais jamais fait de tricot de ma vie, je tricotais comme tout le monde à cette époque-là, mais ça nous a paru un peu trop trivial, hein, finalement. Les recettes de tricot, c'est un peu déjà du langage de programmation. Et donc, il a poursuivi de tourner les pages, il a dû tomber sur une recette de cuisine, parce qu'on a conclu que ça, c'était un super domaine, et que donc, j'allais travailler sur les recettes de cuisine, et je suis partie de chez lui avec, voilà, je travaille sur les recettes de cuisine. Je me suis acheté le document de référence, c'est-à-dire le livre de poche de Ginette Mathieu, le livre de cuisine, et puis j'ai commencé à tourner les pages. J'ai retrouvé ce livre de poche que j'avais plastifié et qui est bien écorné de partout. Et je pense que je l'ai plus utilisé pour ma thèse que pour faire la cuisine. Donc, commande d'un robot. Alors, à l'époque, c'était mon affiche de thèse. Et je me dis que finalement, elle était assez... elle serait presque encore du goût du jour. Je me souviens plus d'où elle venait. Je crois que c'était une pub La Redoute qui était sur les murs de Paris à l'époque. Bon. Mais pas si vieillotte que ça, même si ma thèse date quand même de plus de 40 ans. Donc 79, que j'ai passé à Orsay, hein, à Paris Sud, j'étais au LRI. Et donc le titre était donc « Commande d'un robot en langage naturel dans un domaine nécessitant des connaissances pragmatiques, les recettes de cuisine ». Et pratiquement tout est dit dans le titre. Donc Jacques Pittrat était bien entendu mon directeur de thèse. Je n'ai pas retrouvé qui étaient les rapporteurs. Je me suis demandé s'il y avait des rapporteurs à l'époque. Enfin bon, c'est pas sur mon... Curieusement, il y a marqué Jacques Pittrat, rapporteur. C'est pas possible. Il y a marqué Gérard Guillot, président, et Jacques Pittrat, rapporteur. Ah bon, bah alors voilà qui explique. Donc j'étais vraiment chouchoutée ou c'était un peu suspect. C'est mon directeur de recherche qui a fait mon rapport de thèse. Alors donc, l'idée générale du programme que j'ai écrit, tiens, mais je ne l'ai pas marqué là, je vais vous le dire après, en PL1, tournant sur l'Univac d'Orsay, qui prenait 50 à 100 cas mots. Bon, c'est un peu étonnant quand on voit ça maintenant, mais ça ne prenait que quelques quinzaines de secondes, c'était pas dramatique. Donc, ce programme qui faisait l'essentiel de ma thèse, en entrée, on lui donnait un texte en langage naturel, qui était donc une recette de cuisine, qui était texto, pris dans le livre. Je crois qu'il y avait quelques aménagements près, mais très très peu. Et donc... par exemple, la béchamel au chocolat, que j'ai choisi pour faire plaisir à Alain qui m'a dit que c'était son souvenir marquant. Moi, je crois que je n'ai jamais fait de béchamel au chocolat de ma vie. Je ne sais même pas si j'en ai mangé une. Mais oui, je préfère la mousse, moi, a priori. Mais ça avait marqué les foules, la béchamel au chocolat. Donc, ben voilà, je vous ai recopié ce qui se trouve dans le livre de Ginette Mathieu. Les ingrédients, récipient, et puis le texte. Faire fondre le sucre et le chocolat dans le lait chaud, faire fondre le beurre, y ajouter la farine, laisser cuire 2 minutes, verser le lait chocolaté, laisser cuire pendant 10 minutes et tourner, servir froid. Alors quand on lit ça comme ça, on a l'impression que c'est assez simple, finalement.
Et l'enjeu était de supposer de le prendre comme un langage de commande, en langage naturel, et de supposer qu'on avait un robot cuisinier capable de faire un certain nombre d'actions de base. Et l'idée, c'était de sortir la suite d'actions de base qu'un robot doit exécuter. Alors ça a l'air assez simple comme ça, mais dès qu'on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que c'est finalement pas si facile que ça. La syntaxe est relativement simple, même s'il y a quand même des tournures du style jusqu'à ce que, avant que, bon, afin que, mais c'est pas le problème essentiel. Ça tombait bien parce que c'était pas le problème que l'on voulait aborder, la difficulté de la syntaxe. Donc regardons un peu ce qui se passe. Faire fondre le sucre et le chocolat dans le lait chaud. Bon, le lait n'est pas chaud a priori, il est froid. Et donc, il faut déjà savoir comment on fait passer du lait froid à du lait chaud. Ça nous paraît trivial, mais... Et encore, faire chauffer le lait, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ça déborde. Bon, donc... Il faut le faire chauffer, il faut donc trouver une casserole, la mettre sur le feu. De nos jours, on dirait peut-être un micro-ondes. À l'époque, ça n'existait pas. Faire fondre le sucre. Faire fondre le sucre, il faut savoir que le sucre est soluble dans un liquide bouillant, chaud. Ce qui n'est pas, et donc instantanément, il suffit de mettre le sucre dans le lait chaud. Par contre, le chocolat, c'est tout à fait différent. Le chocolat, il ne suffit pas de mettre le chocolat dans le lait chaud. Il faut on peut même le casser a priori avant de le mettre, mais il faut le mettre et attendre un certain temps que la consistance du chocolat soit devenue celle que l'on attend d'un lait chocolaté. Bon, qui plus est, comme on va le voir ensuite, on verra ensuite. Faire fondre le beurre, ça a l'air pareil, mais c'est pas du tout pareil. On ne fait pas fondre le beurre, ni comme on fait fondre le sucre, ni comme on fait fondre le chocolat. Donc, il faut trouver une autre casserole, mettre sur le feu. Y ajouter, petite référence syntaxique, pas trop difficile, mais quand même, on n'ajoute pas la farine au beurre. On l'ajoute au beurre fondu, on l'ajoute même plutôt à la casserole qui contient le beurre dans lequel on a fait fondu. Laisser cuire. Laisser cuire, c'est... Laisser cuire quoi? Référence au dernier mélange obtenu. Il est déjà sur le feu. On ne va pas le recuire. Donc, on ne fait rien, on se contente d'attendre. Verser le lait chocolaté. Alors, verser, déjà, on s'attend à un liquide. Le lait chocolaté, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que le fait que le sucre soit soluble dans le lait, on ne va jamais dire le sucre lacté ou le sucre chocolaté ou même pas le lait sucré. On met du sucre dans le lait, ça reste du lait. Tiens, le sucre a disparu dans le lait, ça reste du lait. On va le référencer comme le lait. Là, c'est un peu plus précis, c'est le lait chocolaté. Il ne faut évidemment pas le refaire chocolaté, il faut avoir gardé en mémoire que l'on avait déjà fait le mélange. Et que le lait qu'on a là dans un coin, remis dans un coin de sa cuisine, c'est bien lui le lait dans lequel j'ai mis du chocolat, j'ai mis du sucre, mais ça on s'en fout, et c'est le lait chocolaté. Et tourner. Alors, verser le lait chocolaté dans quoi? C'est une bonne question. Verser le lait chocolaté, est-ce qu'on le verse dans l'évier? Non, mais c'est pas du tout trivial. Hein. Laisser cuire pendant 10 minutes. Et tourner. Et tourner, normalement, on tourne pendant qu'on laisse cuire. Hein, c'est pas et successif. Et servir froid, il faut savoir que puisqu'on a mis tout ça sur le feu, le lait est chaud. Et donc, si on retire du feu, le mélange va refroidir au bout d'un certain temps et que l'on aura fini notre cuisine. Donc, vous voyez que ce texte, qui a l'air complètement simple, montre que quand on fait la cuisine, on a en fait des tas de choses dans la tête. C'est d'autant plus facile de faire la cuisine quand on a déjà fait une béchamel au chocolat, quand on sait ce que c'est qu'une béchamel. Si vous retirez déjà le titre de la recette, ça devient beaucoup plus difficile de faire la recette.
Et si vous n'avez jamais vu ni votre grand-mère, ni votre mère, ni personne faire de recettes, vous avez bien du mal finalement à vous en sortir parce qu'il vous faut beaucoup de connaissances pragmatiques. Bon, finalement, je déborde un peu. Alors, le nègre en chemise, il est intéressant, bon, peut-être politiquement pas très correct, mais il est intéressant à cause des œufs. Je souligne juste ça. Vous voyez que dans les ingrédients, il y a marqué 3 œufs. Or, on met ajouter le sucre, les jaunes et les blancs battus. Ah ben déjà, il faut savoir qu'un œuf, il y a un jaune et un blanc dedans. C'est pas complètement évident. Que pour obtenir ça, il va falloir casser les œufs et qu'il faut battre quelque chose. Mais est-ce qu'on bat les jaunes et les blancs? Ben, ça ferait une omelette. C'est pas du tout ce qu'il faut. En fait, il faut battre uniquement les blancs. Et donc, si on n'a jamais fait ça, c'est pas trivial. Je laisse le reste. Et pour la mousse au citron, la chose qui est intéressante, c'est les citrons. Mélanger le sucre, le jus des citrons et le zeste de 2 citrons. Or, on a 4 citrons. Bon, bah, le jus des citrons, il faut savoir comment on obtient un jus de citron à partir de citrons. C'est pas si facile, il faut les couper. Voilà. Et le zeste, il faut prendre que 2 citrons. Et on ajoute les jaunes d'œufs. Donc, de nouveau, les 6 œufs, faut prendre les jaunes d'œufs. Mais il ne faut surtout pas se débarrasser des blancs à ce moment-là. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une recette, j'étais vexée. Non, mais c'est vrai, on lit la recette et mettez les jaunes d'œufs. Bon, on casse les œufs, on met les jaunes d'œufs. Ah, ben après, il fallait battre les blancs d'œufs. Et j'ai été obligée ce jour-là de recasser des œufs. Et j'étais très vexée, mais c'est pas évident. Je suis pas la seule, merci. Oh, Gérard, t'es vraiment sympathique. Bon, ça, c'était le résultat que j'obtenais. Donc, vous voyez qu'il y avait un certain nombre, il y avait un univers avec des localisations. Chaque ingrédient avait une localisation. Au démarrage, le lait était en 7, la casserole en 8, je ne sais plus pourquoi. Le feu était en 1, je me souviens. Et au fur et à mesure des des actions exécutées, on est obligé de mémoriser où je mets les mélanges, à quel endroit je les mets, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce que le lait n'est plus là, mais il y a du lait chocolaté, qui est plus en 7, mais qui est dans la casserole en 8, enfin, etc. Bon, il y avait toute cette partie gestion de l'univers. Et puis on voit qu'il y avait un certain nombre d'actions, mettre dans, attendre, mettre feu, mettre avec, que l'on considérait comme basiques, comme dans tout langage de programmation plutôt. Alors, très rapidement, j'en dirai pas plus sur les méthodes utilisées. À l'époque, tout le monde reconnaissait, ou au moins les chercheurs en intelligence artificielle travaillant dans le domaine, reconnaissaient qu'il fallait des connaissances syntaxiques, pour faire une analyse grammaticale, des connaissances sémantiques pour avoir le sens des mots, savoir ce que voulaient dire les mots, mais aussi des connaissances pragmatiques liées au domaine. Et à l'époque, et qu'il fallait les utiliser en interaction, qu'on ne pouvait pas faire une passe syntaxe, une passe, il y avait l'analyse morphologique aussi, une passe morphologique, une passe syntaxe, une passe sémantique, une passe pragmatique, ça ne pouvait pas marcher, qu'il fallait les utiliser en interaction au fur et à mesure de l'analyse. Et à l'époque, les références, c'était Vinograd avec son langage de cube, je ne sais pas comment on disait, Schank, qui préconisait l'utilisation de scripts. Il y aurait pu avoir le script de la mousse au chocolat, et Charniak. Donc, la manière dont c'est traité dans ma thèse, que j'ai essayé de relire hier, c'est deux processus qui sont complètement imbriqués. Le premier vise à créer, à partir des phrases, un réseau sémantique, ce qu'on appelait un réseau sémantique à l'époque, donc des structures conceptuelles qui sont reliées entre elles, et pour ce faire, et cela se fait mot à mot. On commence par le premier mot, le second, le troisième, l'un après l'autre, et on utilise, il y a une petite partie morphologique que je n'ai pas reprise ici, un graphe syntaxique. À l'époque, on utilisait les ATN de Woods, enfin on s'inspirait des ATN de Woods, et un dico 1, parce que j'avais 2 dico 1 et dico 2, très original. Donc dico 1, pour chaque mot,
il y avait un certain nombre de caractéristiques lexicales, syntaxiques. Et au fur et à mesure de la progression de cette construction, il y avait des prévisions sur ce qui pouvait arriver, et plusieurs possibilités étaient construites en parallèle, avec prédiction de ce qu'on devait attendre. Par exemple, verser, il fallait trouver un liquide derrière, et donc on cherchait un liquide. S'il y avait versé le mélange, on ne s'intéressait qu'au mélange liquide. Verser le, on allait chercher un liquide dans ce qui se passait avant. Casser, on s'attendait à ce que ce soit du chocolat ou des œufs. Pas a priori le pot ou le bon. Donc il y avait toute cette partie-là qui se faisait en parallèle et construisait un réseau sémantique. Je ne détaille pas plus. Mais en parallèle, dès que possible, dès qu'une structure sémantique était reconnue, on l'utilisait en utilisant le DICO2 pour exploiter toutes les connaissances pragmatiques que l'on avait sur cette structure reconnue. Ça pouvait être, j'avais reconnu un groupe nominal, et donc je me disais, tiens, le lait chocolaté, est-ce que je le retrouve dans mon univers? Ou alors c'était un pronom, couper lait en morceaux, le lait, qu'est-ce que c'est? C'est les oignons, ou alors c'est je sais pas quoi, les sucres que j'avais. Bon. Et donc pour ça, il fallait des connaissances, et on inférait à partir de ça les inférences nécessaires. Hein, si c'était mélanger le beurre fondu et que le beurre il n'était pas fondu du tout, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on se disait, tiens, il faudrait bien que je fasse fondre le beurre. Hein, dès que j'avais reconnu le beurre fondu. Et puis si par exemple c'était un verbe, on s'empressait de se demander, est-ce que ce verbe j'ai bien reconnu les objets sur lesquels il doit travailler, quels sont les ingrédients, les éléments que je dois lui raccrocher, et est-ce que les conditions sont satisfaites, ou est-ce que je dois faire, avant cette action, d'autres actions, et c'était là qu'elles étaient inférées. Donc les deux processus avançaient l'un avec l'autre, jusqu'à la fin de la phrase. Bon, j'ai fini, j'ai dépassé un peu mon temps. J'ai repris ici la conclusion en me disant que c'était du pitra pur sucre, c'est le cas de dire, ou pur jus, c'est le cas de dire. Bon, l'idée essentielle, c'était que le contexte est archi important pour comprendre une phrase qui sinon reste ambiguë, et que c'est même le but du jeu, c'est de faire la phrase la plus concise possible en supposant des connaissances à son interlocuteur, et que plus on en suppose à l'interlocuteur, plus on va pouvoir avoir des phrases concises. Mais encore faut-il que lui, dans la compréhension, soit capable de les utiliser. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a remarqué qu'il fallait toutes ces connaissances, ça, c'était pas du tout nouveau avec Pitra, il fallait donc coder d'une manière, transmettre ces connaissances à un programme. Donc moi, c'était par l'intermédiaire de DICO1, de DICO2, du graphe de transition, et ces dictionnaires étaient en fait des langages, je me suis aperçu, procéduraux, j'avais oublié ça. Donc c'était créer telle structure, créer telle action, rechercher les éléments qui lui correspondent, enfin c'était des... Bon, bien sûr, c'était limité à un langage de type commande de robot, et généralisable à d'autres langages de type commande. Il suffisait de se repalucher tous les dictionnaires à la main, mais pas un autre type de langage. D'autre part, j'ai oublié de marquer que Shadia Moghrabi, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, est repartie des actions de base produites par mon système pour traduire la recette en arabe. Et c'était très intéressant parce qu'on faisait une traduction français-arabe des recettes de Ginette Mathieu par l'intermédiaire de ce langage intermédiaire qui était le langage suite d'action. Et je me souviens qu'elle avait des règles de prosodie. Enfin, c'était très intéressant comme travail aussi. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Quelqu'un a retrouvé sa trace à Moncton. Ah bon, d'accord. Parce qu'elle était au départ, elle était repartie en Égypte. Bon, Alexandrie, je crois. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.